Bonjour, nous sommes les Archifrix et nous venons vous parler d'une histoire de fou. Blame. Non pas Blame, mais Blame. Ouais, ok, Blame. C'est ça, Blame. Ok. Cette œuvre est un roman graphique qui débute en 1997 et se termine en 2003, composé de 10 volumes pour la première édition et 6 volumes pour la réédition en cours de distribution chez la même maison d'édition, Glénat. Son auteur, Tsutomu Nihei, nous dévoile un univers dystopique, dans lequel on en prend littéralement plein la gueule. Du graphisme aux divers bouleversements scénaristiques, nous parcourons un univers sombre et blindé de références architecturales. Mais dites-moi, Dr Cutter, qu'est-ce que la dystopie ? Je vais t'expliquer, monsieur Roller. L'utopie et la dystopie, selon George Orwell, un auteur très peu connu, sont l'expression imaginaire de la mise en œuvre d'une société idéale, qui accomplissait le bonheur de tous ceux qui le peuplent. Il faudrait pour cela organiser les lieux de vie et les individus pour établir un équilibre commun. Elle prend part d'abord dans l'œuvre de Platon, La République, ainsi que dans Utopia, de Thomas More. Effectivement, beaucoup d'œuvres dystopiques existent, mais la dystopie est celle qui rend le plus compte de ses idéaux par le biais de scénarios déshumanisés et totalitaires. Si George Orwell définit aussi bien ce concept, c'est parce qu'il est aussi le chef d'orchestre des œuvres de science-fiction dystopiques avec 1984. Elle émerge tout d'abord dans la littérature, avec la science-fiction, mais ce qui la représente également le plus, ce sont les bandes dessinées, ainsi que le cinéma. En architecture, on retrouve énormément de références à des univers utopiques, avec Archigram, Super Studio ou encore d'autres. En 1964, Archigram a lancé dans son 4e numéro, sa BD, Amazing Archigram, où sont exploités des rêves de modernité hyper technique. Mais les penchants pour la plupart de ces architectes se retrouvent aussi confrontés à des univers instables, où la technologie et son organisation prennent le dessus sur l'homme. Dans l'univers construit, on se réfère à la dystopie pour critiquer ou mettre en exergue des éléments de la société moderne, souvent politiques. C'est donc pour cela que nous nous intéressons à l'œuvre de Tsutomu Nihei, qui convoque un imaginaire à la fois branché sur un univers dystopique, mais aussi dévoilant un panel d'iconographie architecturale. Mais est-ce qu'on peut encore considérer Nihei comme un architecte ? Tsutomu Nihei est un mangaka japonais qui a participé à la collaboration de 2 œuvres de Tsutomu Takahashi pour Alive et Jireshin, avant de s'attarder à son one-shot de Blame, qui lui a permis de remporter un concours en 1995. Par la suite, 2 ans plus tard, il fera l'entièreté de Love Blame. Il participera aussi à d'autres événements, comme une version personnelle de Wolverine pour Marvel, en 2003. Aujourd'hui, il travaille sur une nouvelle œuvre, la publication d'un manga appelé Apo-Sims. Oui, mais ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'est son parcours atypique. Né en 1971 aux alentours de Fukushima, Tsutomu Nihei, dans ses études, a poursuivi une formation d'architecte qui le poussa à aller aux États-Unis pour s'essayer dans un cabinet new-yorkais. Cependant, cela ne lui convenait pas. Il rentra donc au Japon 1 an plus tard. À l'âge de 20 ans, il décida de se tourner vers le monde du manga, ayant toujours eu une attirance pour le dessin. Une véritable chance pour nous qu'il ait pu réussir à mêler ces 2 pratiques pour nous plonger dans des univers complexes et intrigants. Curieux de nature, il nous fait part de nombreuses références qui ont guidé ses travaux, comme par exemple Escher, Giger, Clive Barker ou encore Enki Bilal. Et à ce juste titre, nous offrant l'opportunité d'explorer une œuvre d'architecture dystopique. C'est pour cela que nous nous sommes posé la question qui est en quoi Blame, œuvre de la pop culture, est capable de rendre fascinants les espaces de la mégastructure au prisme d'un élément d'architecture particulier. Pour commencer, nous allons observer comment fonctionne l'univers Blame, c'est-à-dire divers grands ensembles d'espaces régis par des technologies qui ont dépassé le contrôle de l'homme. Supraliminaire. Tout d'abord, nous voyageons dans une mégastructure de sphères. Doc, c'est quoi une mégastructure ? La mégastructure, c'est précisément un concept architectural né dans les années 60, ayant pour but d'intégrer tous les programmes d'une ville au sein d'un ensemble construit. Elle se produit par l'usage d'une structure multipliable conçue pour durer dans le temps, dans lequel de plus petites structures éphémères, interchangeables, pourraient être connectées ou pluguées. Nous pouvons trouver l'histoire et les racines de la mégastructure en architecture dans l'ouvrage Mégastructure Urban Future of Recent Past, écrit en 1976 par Enor Banham. Il donnera cette première définition. De grande taille, la mégastructure était construite d'unités modulaires. Elles étaient capables d'extensions grandes, voire illimitées. Un réseau structurel à l'intérieur duquel de plus petites unités structurelles, par exemple des pièces, des maisons ou de petits bâtiments entre autres, peuvent être construits, ou même plugués ou clippés, après avoir été préfabriqués ailleurs. Une trame structurelle prévue pour atteindre une durée de vie bien plus longue que les petits éléments qu'elle peut supporter. La mégastructure par excellence est irréalisable, tant sa pensée a été initialement humaine. Mais aujourd'hui, dans le cadre d'une société dystopique, elle remet en question la survie de l'être humain dans ce milieu. Dans Blame, l'univers parcouru appelé mégastructure est le reflet d'une transformation de cette machine vers quelque chose de plus hostile. Nous avons affaire à une urbanisation phagocyte, au-delà des limites terrestres. On nomme ce type de structure l'ocuménopole. Dr Cutter, tu peux me dire ce que c'est ce truc-là ? Non mais c'est que t'es débile.
L'œcuménopole, du grec ancien oikoumene, monde, et polis, ville, signifiant une ville faite du monde entier, est un terme d'urbanisme prospectif faisant référence à un possible phénomène de fusion d'aires urbaines et de mégalopoles à l'échelle globale, constituant alors une seule cité mondiale continue. Isaac Asimov, pour qualifier l'œcuménopole, utilise la notion de ville-planète, avant que le terme ne soit inventé. D'ailleurs, elle est énormément représentée dans les œuvres de science-fiction les plus connues comme Star Wars ou encore Le Cinquième Élément, étant la vision à son paroxysme d'un monde moderniste où le sprawling, étalement urbain, est poussé à l'extrême. Elle affecte notre conscience actuellement comme étant l'ennemi de la planète, l'ennemi de notre génération. Mais malgré tout, la fiction d'une mégastructure nous fascine. Dans ce monde, l'humain est une espèce disparue, ou transformée, améliorée et désabusée. Ce qui permet l'autonomie et la pérennité de la mégastructure, ce sont les machines. On dit alors qu'elle est autopoèse. Pardon ? Bah, c'est qu'elle se fabrique d'elle-même, par le rôle des constructeurs. Dans ce cas, nous observons une critique de l'auteur d'un monde où l'être humain ne collabore plus avec l'intelligence artificielle. Il est dépassé. Cette forme d'architecture a été longtemps critiquée, mais l'intelligence artificielle se développe actuellement, ce qui laisse notre esprit interpréter ce cauchemar comme quelque chose qui a figure d'un avenir terrible. On peut l'entrevoir comme ayant été l'outil de développement d'un monde qui déshumanise le vivant. Au-delà du critique socio-environnemental, on peut qualifier cette ère de post-humaine. Nihei, dans l'œuvre de Blame, introduit la mégastructure par le biais de la sphère de Dyson. De quoi tu causes là ? Une sphère de Dyson est une mégastructure imaginaire décrite en 1960 par le physicien et mathématicien Freeman Dyson. C'est quoi le rapport ? Eh bien, Dyson explique que ces sphères pourraient abriter des structures d'habitation, des structures humaines qui utilisent l'énergie des étoiles à leurs propres fins, souvent industrielles. Nommé aussi biosphère artificielle, ce concept est le plus souvent utilisé dans ce qui va nous intéresser nous, les œuvres de science-fiction. Blame est l'un de ces chefs-d'œuvre où nous avons compté 3 sphères. La nette-sphère où voyagent les héros, la sphère préélectronique où l'ordre du monde est régi entre les 2 autres globes, et la sphère matérielle, lieu habitant les humains. Dans cet univers, la nette-sphère est en continuelle expansion, une expansion qui est incontrôlable, autopoèse. Autopoèse, tu veux dire qu'elles sont comme automatiques ? C'est ça, de la même manière que le définit Bruno Latour dans Face à Gaïa, avec le modèle de la planète Terre, qui se régénère d'elle-même. Elle n'a pas besoin de nous pour ça. La mégastructure dans Blame fonctionne du même principe, seulement ce sont les constructeurs qui dirigent l'opération. Et ceux-ci ne s'arrêteront pas tant qu'un être humain porteur du terminal génétique viendra arrêter les chantiers. On suit donc la quête perpétuelle du héros Killy dans sa tentative de faire un reset de la mégastructure et de mettre fin à son expansion. L'auteur sublime la dimension inhumaine de la mégastructure, ce qui va désorienter le lecteur. On retrouve cette inspiration dans des objets utopiques de type dimensionnel, comme par exemple le cénotaphe de Newton, imaginé par Étienne Louis Boulet en 1784, mêlant le sublime de l'Antiquité et le gigantisme moderne. Nihei a cherché à travers son œuvre à dépasser toutes les échelles connues pour théâtraliser l'impact de l'humain dans l'espace. Une œuvre dont la dimension éclipsera toutes les autres, pour nous désorienter en tant qu'être humain, pour nous faire vivre le vertige artistique. Et c'est ce vertige qui remet en question la place de l'humain. Dans le Neuromancer de William Gibson, œuvre majeure du cyberpunk écrite en 1984, l'être humain et la machine sont hybridés dans un récit de science-fiction par l'intermédiaire du cyborg. Dans Blame, Nihei fait également la différence entre les humains cyborgs et les machines, garde de la mégastructure, les sauvegardes. Les 2 entités sont en perpétuel conflit. L'humain ne parvient pas à rester up-to-date par rapport à la machine, ce qu'évoque Gunther Anders quand il définit le supraliminaire en 1963. Les événements et les actions qui sont trop grandes pour être conçues par l'homme. À l'aune des progrès techniques, l'infériorité de la capacité humaine à penser est traduite par une honte prométhéenne. Et le transhumanisme est le résultat de cette honte prométhéenne. L'humain souhaite être créé à l'image de la machine. Le rapport créateur-créature est ici inversé. Nihei, dans l'œuvre préquelle Blame Noise, introduit les sauvegardes comme des transhumains, une secte qui est à l'origine du chaos et qui a digitalisé l'esprit humain dans des machines. Machines prenant le contrôle du monde suite à une détérioration du gène humain. Un sombre avenir pour le transhumanisme à venir. Ouais, mais moi je voudrais pouvoir le découvrir. C'est là le rôle de l'explorateur. Killy est là pour nous faire découvrir cet univers qui nous fascine. En tout cas, c'est le relevé cyclopéen où Viollet-le-Duc, carnet sous le bras, va explorer les montagnes et en dresser le portrait rhomboédrique. Qu'est-ce qu'un portrait rhomboédrique ? Ah, tu demandes à moi? Ah, je savais que tu le savais pas. Ce sont des figures géométriques parallélépipédiques dont les surfaces sont des trapèzes, logique. Ce sont des relevés qui existaient bien avant la création assistée par ordinateur. Oui, parce qu'on aime bien rhomboédrique. Nihei a conçu ce manga comme un carnet de voyage, et Killy est le héros qui arpente l'esprit de l'auteur, celui-ci pouvant être un spectre passé de Nihei. Et tout comme l'archéologue, l'œuvre est rédigée avec un repère spatio-temporel, appelé log, qui détermine à la fois le lieu et la date. On y trouve alors des lieux, des moments, des situations scénaristiques, la dimension dans laquelle le chapitre se déroule. C'est le principe de l'archéofutur, un terme inventé par Frederick Jepson, décrivant ses préoccupations pour le relevé des ruines inversées. Avant que tu poses la question, c'est pour qualifier une construction qui n'a plus lieu d'exister. Finalement, c'est l'humain qui est obsolète. Oui, c'est pour cela que Blame s'inscrit comme une œuvre majeure du XXIe siècle. Elle repose la question de la place de l'être humain dans l'espace étriqué.
sa propre obsolescence, ainsi que les enjeux du transhumanisme. Mais Blame n'est qu'un prétexte pour faire voyager le lecteur. Et pour ce faire, Nihai tente à maîtriser tout l'univers. Rien n'est laissé au hasard, y compris le traitement des planches, du trait et de la lumière. Comme l'auteur le dit lui-même, le héros Kili cherche quelque chose. Et nous allons observer la manière dont l'auteur nous décrit le voyage. Tout d'abord, l'œuvre est un roman graphique, ce qui implique que l'image exprime majoritairement la trame scénaristique. Tsutomu Nihai utilise ce type de support pour nous plonger dans un univers très personnel et très sombre. Tout commence par le travail de composition, ce qui lui permet de raconter son histoire uniquement par le biais de découpage des pages. Les cases sont majoritairement verticales, ce qui accentue la représentation du vide et des objets d'architecture gigantesques. L'auteur ose de nombreux hors-champs qui rendent dynamique la lecture et nous guide pas à pas dans des orientations diverses. L'œuvre nous transporte dans les bas-fonds d'un univers, où l'espace devient l'élément principal du scénario. Ce travail de représentation se base sur la mise en abîme d'une composition de découpage, du travail de cadrage de chaque case, ainsi que des sujets observés afin de rendre immersif son histoire. C'est par ce travail jusqu'au boutiste de découpage où la composition renforce la gravité des perspectives, une composition verticale qui insuffle un vertige. Et quoi de mieux qu'une bonne lumière pour lire l'architecture? Tantôt, une froideur de la structure nous apporte une forme de stabilité, renforçant le caractère vertigineux par le vide. Tantôt, l'espace gronde. Les dessins de Nihai nous apportent son graphisme non fini et expressif, une vision nerveuse de l'espace. Nihai ne néglige aucun point dans la composition lumineuse, jusqu'à se détacher des pendants du mangaka, où le cernage du dessin neutralise l'expression. Mais il utilise intentionnellement afin de représenter à certains moments une froideur technique, à d'autres moments des espaces caravagistes et expressifs qui renforcent les caractéristiques plastiques et la complexité des lieux traversés. Les variations de lumière sont l'expression du temps, tout en étant de nature artificielle. Nihai va même jusqu'à utiliser des cadrages types du cinéma expressionniste allemand, afin de jouer avec les temporalités. Expressionnisme allemand? Expliquez-moi ça, Mr. Roller. Mais je m'apprêtais à le faire. C'est un mouvement développé au début du XXe siècle, en Allemagne. Il accentue par le biais du cadrage et de la lumière les qualités dramatiques de la mise en scène. Francis Coutard le définit comme multiple et difficile à saisir. Impossible d'en parler sans le situer par rapport à la peinture, au théâtre et à la poésie. Tout autre chose qu'une panoplie de décors bizarres, une métaphysique du destin, une réaction politique plus ou moins consciente, une exploration de la nuit qui donne parfois le vertige. À ce juste titre, Nihai va nous permettre de contempler des visions angoissantes. Tout comme l'indique le découpage des mangaka, ce ne sont pas les actions qui sont décortiquées, mais les sensations de temporalité. On peut dire que la lumière décortique les émotions que Nihai veut transmettre à ses lecteurs. Par la même occasion, la mégastructure sera représentée à certains moments comme non finie, symbole de la relation au temps. Chantier permanent qui nous embarque soit dans des lieux en ébullition, soit dans une fracture du temps, où tout est arrêté, abandonné. Dans certains cas, nous pouvons observer des constructeurs en activité, qui construisent sans relâche. Dans d'autres, des plans sur le vide infini, d'une structure en continuelle expansion, qui cherche à nous perdre. Le sujet principal de Blame se concentre justement autour de l'égarement de l'être humain, un choix non anodin accentué par l'espace et l'architecture de la mégastructure apportée par Kili. D'autant plus que dans sa finalité, la structure est une immense tour cohabitée par plusieurs organismes bioniques, ce qui se rapporte directement à l'imaginaire du mythe de Babel. Toutes ces images sont traitées de manière cohérente, avec des techniques de cadrage subtiles, mise en abîme, contre-plongée sur des perspectives fortes, des plans larges sur un paysage infini. Nihai explore toute l'histoire de la peinture. On retrouve d'ailleurs des plans connus, comme celui de la représentation des industries londoniennes selon Gustave Doré, ou encore les prisons de Piranèse. La convocation de référence étant elle-même un choix plastique pour renforcer la fascination du lecteur lors de l'exploration, nous cherchons toujours une image plus forte les unes après les autres. Notamment dans les dessins anatomiques des infrastructures que représentait Piranèse en étudiant la Via Appia de Rome dans l'Antiquità di Albano, publié en 1764. Ceci nous fait part d'une fascination du mangaka pour cette architecture technique, relevant structure, matériaux. Le dessin de Tsutomu Nihai est très riche. La critique d'un homme sûrement troublé par la stérilité de nos espaces privés de saveur. L'apparition des matières sur de nombreuses surfaces témoigne aussi d'une critique plus profonde. Pourquoi notre monde paraît-il si fade? D'ailleurs, Nihai fait part dans ses interviews d'une volonté de vivre dans un autre monde, presque par cynisme. La mégastructure finalement est une vaste ruine, et Nihai fait part d'un grand romantisme dans son dessin, en appliquant des représentations de statues à formes humaines, des traces de civilisation passée, telle la vision dramatique des peintures de Friedrich, où l'homme minuscule est face à une nature qu'il ne maîtrise pas, toujours placée au centre des préoccupations. Mais où est l'architecture dans tout ça? Comment? N'as-tu pas encore compris? Ah ouais, ça marche. Effectivement, dès le premier volume de Blame, tu es plongé dans ces dédales. Ils te permettent aussi de mieux comprendre le déroulé de l'œuvre. Maintenant que tu le dis, lorsqu'on navigue dans la netsphère, ces éléments sont là pour nous guider. Mais dès que l'on arrive dans un lieu hospitalier, un espace où vivent les humains, les distributions en question disparaissent. Étrange, non? C'est parce que les êtres humains dans ces espaces n'en ont plus besoin. Ils sont autonomes dans ces lieux délimités. Dans d'autres espaces qui ne sont pas conçus par les humains, la main courante est l'un des rares en attache. On ne prend pas l'escalier, il n'y en a plus dans les endroits sûrs. Un dialogue de l'œuvre qui diffère dans sa réédition de 2018. Oh, attendez, je vois mon tome.
Vous n'avez plus d'escalier ? Si, sauf qu'ils ne sont quasiment jamais dans des endroits pratiques. Un changement qui prouve l'importance qu'a le sujet pour l'auteur. Surtout quand on sait que Nihei est un architecte. Pour lui, l'emmarchement peut être un objet de mesure de l'espace. Il permet à nous, humains, de comprendre la mégastructure. Ah, tu parles de la loi de Blondel. Hein ? Attends, je t'explique. Selon Nicolas-François Blondel... À ne pas confondre avec Jacques ou Jean-François Blondel. Chut ! Le confort d'un volet de marche se mesure grâce à une fonction mathématique simple. 2 hauteurs de marche plus un giron doit être égal à une valeur comprise entre 60 et 64 cm. Mais qu'est-ce qu'un giron, Dr Cutter? Chut ! Mais oui, avec une telle précision dans le dessin du volet, on peut en déduire une échelle perceptible des espaces d'Emblème que l'on peut s'approprier pendant notre lecture, consciemment ou inconsciemment. On cherche toujours à s'approprier l'espace, que ce soit par la mesure ou l'occupation. Dans Blame, les êtres humains cherchent à se regrouper pour habiter les espaces délimités de la mégastructure. Une appropriation par la collectivité semblable à la notion de Toulousaine définie par Donna Haraway dans un ouvrage Staying with the Trouble, Making Kings in the Toulousaine. Toulousaine? Sérieusement? Et bien sûr, Nihei fait de nombreuses références à l'univers de Lovecraft dans son œuvre, mais aussi à Giger, avec les parois techniques qui à certains moments prennent vie. Encore plus dans les planches qu'il dessine en couleur, où les teintes rouges, ramenant à la chair, apparaissent davantage. Dans cet univers viscéral, les lieux que l'on parcourt sont les seuls éléments à rester neutres, presque blancs. D'ailleurs, nous avons déjà évoqué les traces de l'homme lorsqu'on parlait d'Archéo Futur. Mais la multitude des marches et leurs combinaisons évoquent des traces d'archétypes. Les volets droites, balancées, hélicoïdales, ce qui permet de discerner des époques, des styles d'architecture et surtout une manifestation de l'humain. Et leurs formes, rentrantes, saillantes, arrondies, ont aussi comme rôle de qualifier l'espace. Ils sont intimes ou très officiels, formant plutôt un contexte d'intériorité ou d'extériorité, ce qui va renforcer le caractère ambigu de certains espaces, ou nous perdre. C'est tout cela qui enrichit le voyage. Un voyage à la recherche des substances historiques, une exploration par couche. Tantôt Killy monte la mégastructure à la recherche de la vérité, tantôt il redescend pour la faire éclore. Le temps dans ce voyage est difficilement perceptible, tant il est dilaté, mais grâce aux repères historiques d'un passé qu'on n'a jamais vécu, mais que l'on a éprouvé, grâce à l'intention de Killy, on peut comprendre le cheminement du héros sans autre indication. Hey, connais Piranèse? Ne dis rien. Piranèse est un graveur et architecte italien, ayant vécu au cours du XVIIIe siècle. Après 10 ans de pratique dans la gravure, il commence le travail des prisons imaginaires, qu'il débuta en 1745. Oui, mais on m'a bien entendu, je connais Piranèse, mais pourquoi tu m'en parles? On est en train de parler des... Pacito? Je ne cautionne pas cette blague. Non, rien. Revenons au sujet, tu veux bien? Ces prisons mettent en scène des vues architecturales souterraines imaginaires. Dans un espace sombre et fermé, on observe des voûtes monumentales, des passerelles suspendues et des marches en spirale. Comme dans Blame, les personnages qui y sont représentés sont minuscules. La contre-plongée renforce cet effet. Tant les jeux spatiaux permettent d'accentuer des effets plastiques, comme la gravité par exemple, ou encore bien d'autres œuvres picturales des arts plastiques. On y reconnaîtra divers fantasmes scénographiques de Adolphe Appia pour les férus de théâtre. Bref, passons ici. L'œuvre de Blame fait référence au rêve de Giger, mettant en scène des espaces construits de marches. Nous sommes donc obligés de rappeler l'influence d'Escher, ayant été obsédé par cet objet que nous analysons, qui est aussi emprunté chez Kentaro Miura pour son œuvre bien connue de Berserk. Quel est le sens spatial lorsque nous regardons une image? Lorsque la gravité n'a plus d'effet sur l'image, à quel délire pouvons-nous faire face? L'escalier est à ce titre le seul échappatoire, vecteur de rêve. Dans ces espaces pyrénésiens, il est aussi l'espoir d'un territoire non étriqué et en sursis. Effectivement, c'est une infrastructure qui suscite énormément d'intérêt iconique. Dans la religion, par exemple, avec le symbole de la tour de Babel, ayant pour objectif d'emmener l'humain vers les cieux. On trouvera notamment Stairway to Heaven de Led Zeppelin, très iconique dans le monde de la musique. Bien plus encore pour aborder l'excursion obscure, de nombreux groupes de métal extrême ont utilisé les œuvres de Dan Seagrave pour montrer un chemin ardu à parcourir. Blame est avant tout une œuvre dystopique, fantasmant un monde anti-humain déshumanisé. Le rôle de l'architecte a été ici d'ordonner un univers complexe rempli de références mêlant la science, la fiction et même les mathématiques antiques. C'est la maîtrise de l'univers qui en fait sa beauté. Pourtant, qu'une partie est révélée au lecteur, afin de le laisser créer ses hypothèses. La traduction des profondeurs de l'excursion vient d'un savoir-faire et de nombreuses connaissances relatives au champ des arts plastiques. Et là encore, on retrouve des références précises et justifiées par un ensemble cohérent. L'architecte ne vient pas nous donner une leçon, mais cherche à capter l'attention des initiés, et par ce biais, marque sans difficulté les néophytes. Ce troublant chef-d'œuvre ne transpire pas la joie, mais il en exulte une beauté due à ses délicates attentions spatiales. Une architecture viscérale nous transporte dans un voyage au sein des réseaux de la mégastructure, une fascination pour la technique que l'on retrouve dans des architectures bien connues comme le Centre Pompidou de Renzo Piano à Paris, où la signification des réseaux répondent à des fonctions spécifiques et sont données visibles au public par des jeux colorimétriques. La modernité a mis en avant les flux comme enjeux principaux. Cela a toujours été une question récurrente de l'architecture, et Nihei, dans son œuvre, les représente comme organiques, à la manière de la circulation sanguine dans l'organisme prolifique de la mégastructure. Et au-delà de ce sombre tracé annoncé pour l'être humain, il reste un espoir, une voie de secours toujours présente et caricaturale.
l'escalier. Un seul élément racontant qu'il y a eu des personnes ayant eu des jambes et qui avaient besoin d'accéder à un autre niveau. Là encore, Nihai se sert de son rôle d'architecte, non pas pour nous montrer une farandole d'escalier à la manière de Rem Koolhaas, mais pour évoquer la ruine. Il amplifie la gravité de son propos. C'est la fin de l'ère humaine. Et Nihei ne s'arrête pas à Blame, cet artiste a quelque chose à nous proposer, quelque chose qui n'en finit pas. Il a un univers d'art et d'architecture à nous montrer, et il continuera à nous cribler de ses envies, de questions qu'il ne s'est pas encore posées. Nous pouvons désormais répondre à la grande question qui est de savoir en quoi Blame est une œuvre importante pour le champ des arts et de l'architecture. Tout d'abord, la fascination. Il nous donne à voir une multitude de dispositifs qui nourrissent notre imaginaire. Encore une fois, si l'on veut être un bon concepteur et créatif, le champ culturel n'est pas une fin en soi, mais bien un moyen de créer un univers fictif. D'un autre point de vue, les bandes dessinées et les mangas sont des arts complexes, car ils demandent la maîtrise du cadrage, de la composition, de la nuance, du rythme, de l'écriture. Finalement, ce sont tous les outils dont nous avons besoin pour communiquer. Ainsi, lorsque dans un univers complexe, on arrive à se sentir transporté d'espace en espace, en comprenant où on est, ce qui s'y passe, et ce sans être trop bavard, là encore, ça en dit long sur l'enseignement que nous apporte l'ouvrage. Pourtant, Blame, c'est une bande dessinée et un manga. Et avec presque 10 ans dans les milieux des arts et de la conception, je n'en ai entendu parler uniquement par le biais de férus de la culture pop. Encore dois-je dire pas tellement pop, populaire, mais l'underground, d'un milieu discrédité par l'élite. C'est fort dommage, car offrez ce livre à un architecte passionné d'Aldo Rossi, de Venturi ou encore de Rem Koolhaas, et il en prendra vraiment autant de plaisir qu'un adolescent découvrant la BD. En même temps, Nihai rend accessible l'architecture. Il insuffle à un public large un engouement pour la contemplation, l'espace et l'excursion. Et peut-être que c'est notre génération qui transmettra cette œuvre. Peut-être que notre travail ici, c'est justement ça, vous donner des clés de compréhension qui ouvrent de nouvelles portes sur des univers d'art, d'architecture, mais aussi de cases numérotées et de pixels. Nécessité, Commodité vulgarité. et des bisous quand même.